Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Ravi de vous retrouver pour un tour de l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 26 avril. Le grand débat national s'est achevé. Le président de la République a fait ses annonces ce jeudi soir lors d'une conférence de presse à l'Élysée. Le point sur les grandes orientations. Plus de 5 mois après le début de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a donc pris la parole ce jeudi soir. Le temps des conclusions est arrivé. Pour parler avec nous en plateau, Béatrice Piron, députée de la 3e circonscription des Yvelines. Projet de ferme photovoltaïque, portrait de Pascal Zimmermann, atteinte de la maladie de Parkinson, ou encore des idées de sortie, comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Mais avant de débuter ce journal, une triste nouvelle. Le Secours populaire a perdu son président. Julien Lauprêtre est décédé à l'âge de 93 ans à la suite d'une chute pour laquelle il avait été hospitalisé. Il avait rejoint le Secours populaire en 1954. Il avait rencontré à plusieurs reprises les bénévoles des Yvelines. Le monde caritatif français a perdu un grand combattant contre la pauvreté. Politique à présent, la conclusion du grand débat national du président de la République Emmanuel Macron a présenté plusieurs mesures lors d'une conférence de presse ce jeudi à l'Élysée. Objectif, répondre à l'injustice, au manque de confiance et au sentiment d'abandon des Français. Les précisions avec Nicolas Dandry. Un cap, plusieurs orientations et d'abord sur la question du pouvoir d'achat, sujet au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes. L'impôt sur le revenu de 15 millions de foyers devrait bénéficier d'une baisse de 5 milliards d'euros dès 2020. Les 2 premières tranches seraient concernées. Pour les retraités, le président de la République a décidé de réindexer les retraites inférieures à 2 000 euros par rapport au coût de la vie. Autre point abordé, les pensions alimentaires impayées directement prélevées par la CAF. Et pour financer notamment la diminution de l'impôt sur le revenu, Emmanuel Macron a lancé quelques pistes. J'ai donc demandé au gouvernement de mettre en œuvre cette baisse d'impôt en la finançant par la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique. Nous pouvons faire aussi bien en dépensant moins et donc supprimer nombre d'organismes inutiles. À propos des institutions, Emmanuel Macron souhaite renforcer le statut des maires. Pas de référendum d'initiative citoyenne voulu par les Gilets jaunes, mais une simplification du référendum d'initiative partagée avec un seuil fixé à 1 million de citoyens, accompagné d'un droit de pétition sur les sujets locaux. Enfin, une refondation du Conseil économique, social et environnemental avec l'intégration de 150 citoyens tirés au sort. Le président de la République a aussi annoncé un nouvel acte de décentralisation des politiques de la vie quotidienne attribuées spécifiquement aux collectivités. Pour répondre au manque de services publics en zone rurale, des maisons France Service regroupant notamment la CAF ou Pôle emploi devraient être déployées dans les cantons. Enfin, Emmanuel Macron souhaite réorganiser les services de l'État dans les collectivités en envoyant des fonctionnaires parisiens sur les territoires. Financement, calendrier, mise en œuvre, toutes ces mesures seront précisées par le gouvernement. En revanche, le vote blanc et le retour de l'impôt sur la fortune seront écartés, alors que ces points ressortaient majoritairement du grand débat national. Plus de 5 mois après la crise des Gilets jaunes, le temps des conclusions est arrivé. Pour en parler avec nous en plateau, Béatrice Piron, députée La République En Marche de la 3e circonscription des Yvelines. Bonjour. Bonjour. On l'a vu dans le reportage, les personnes qui ont participé à ce grand débat, notamment dans les Yvelines, demandaient la reconnaissance du vote blanc. Emmanuel Macron est contre. Écoutez. La question du vote obligatoire, qui est souvent revenue. Je ne retiendrai pas cette option. J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. Je ne la retiendrai pas parce que au fond, la crise de nos démocraties est aussi une crise d'efficacité et de capacité à prendre les décisions. Alors, on peut avoir des projets dont aucun ne nous plaît totalement à une élection. Mais on doit choisir, parfois le moindre mal ou le mieux possible. Et ce choix est important. Parce que dans les moments difficiles de la démocratie, il faut prendre des options et il faut choisir. Et je sais une chose, c'est que quand on vit une période difficile, blanc, ça ne décide pas. Blanc, c'est l'agrégation des rejets, des refus. C'est trop facile. Une réaction, Béatrice Piron.
Mais écoutez, moi aussi, j'avais eu des propositions dans les débats locaux de ma circonscription, notamment sur le vote obligatoire, comme en Belgique. J'avais entendu cette revendication. Je crois que le président, comme l'a dit lui aussi, y a longuement réfléchi. On n'est pas passé là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que pour le vote blanc, on a du mal à comprendre et donc on ne peut pas faire une reconnaissance du vote blanc sans ajouter, en fin de compte, un complément. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il n'y a que des votes blancs ou si les votes blancs sont majoritaires? On n'aura pas un président blanc. Donc après, c'est toute une mécanique complémentaire à définir. On n'est pas tous d'accord non plus sur ce qu'on va prendre comme action dans ce cas-là. Vous êtes contre également? J'étais contre la reconnaissance du vote blanc. Je trouve que c'est trop compliqué à prendre en compte parce que il faut bien choisir un président à un moment ou à un autre. Donc c'est laisser une porte ouverte et une facilité pour certains de dire je ne fais pas l'effort de choisir et je vote blanc. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Il faut revoter encore une deuxième fois, une troisième fois. Donc non, ce n'était pas efficace. J'aurais peut-être éventuellement plutôt envisagé peut-être le vote obligatoire. Autre revendication des Gilets jaunes, mais pas seulement, la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Le président a dit non également. On constate beaucoup de divergences entre ce que souhaitaient les Gilets jaunes et la restitution du grand débat. Non, pas tant que ça de divergence. Il y a une divergence sur ce point-là, mais c'était pas le point initial. Les premières réclamations des Gilets jaunes au mois de novembre, c'était les taxes sur les carburants, c'était du pouvoir d'achat, c'était des impôts. Ça ne concernait pas. Le RIC est arrivé un tout petit peu après, je pense plutôt poussé par certains mouvements politiques. Il existe déjà le RIP qui va peut-être être mis en place, qui va être assoupli. Donc, il n'a jamais été testé, il n'a jamais été mis en place. Déjà, essayons cet aspect-là qui existe déjà dans la Constitution. Et le fait que les citoyens veulent plus participer à la vie politique? Mais déjà, ils y ont participé en débattant cette année. Je pense qu'ils y participeront à travers plusieurs instances, donc où il y aura des personnes tirées au sort. Il pourront y avoir des référendums donc locaux. Donc je pense qu'on s'oriente vers de plus en plus de participation des gens et c'est utile, c'est bien. Mais c'est un autre moyen de participer qu'avec le RIC. Et concernant la baisse des impôts? La baisse des impôts, bon, je crois que donc ça a été clairement annoncé. Donc 15 millions de Français, de foyers, du moins 15 millions de foyers, ça représente beaucoup de personnes qui auront une baisse d'environ 10%, environ en moyenne 300 €. Donc c'est du pouvoir d'achat. Donc je pense que c'est un petit complément par rapport aux mesures qui avaient déjà été données au mois de décembre et qui va dans le sens de plus de pouvoir d'achat pour les travailleurs. Autre point, beaucoup de citoyens ont déclaré renoncer à leurs droits car les démarches administratives sont souvent difficiles et parfois trop compliquées. La création de maisons France Service est pour pallier la désertification des services en zone rurale, rompre l'isolement? Alors ça, on l'a beaucoup entendu et on entendait dans le grand débat en disant comme quoi il y avait un risque à supprimer des fonctionnaires, de supprimer ou de fermer en fin de compte des services décentralisés et d'éloigner en fin de compte les services publics des citoyens. Et donc je pense que ça va être quelque chose d'appréciable. Va un petit peu en phase ou un accompagnement aussi de tout ce qui est le défi numérique qui est déjà bien entamé par beaucoup d'administrations et aujourd'hui des Français qui sont un petit peu donc en marge de cette évolution et qui ont des difficultés à se connecter, à pouvoir aller sur leur site de CAF ou leur site d'impôt, ce qui est quand même très pratique pour les gens qui ont leur connexion. Et donc ça permettra d'avoir des gens en service dans les petites villes, dans les petits villages, dans tous les cantons. Donc une maison service, France Service, je pense que ça va être attendu et espéré. Emmanuel Macron a annoncé hier plus de fermetures des hôpitaux ou d'écoles sans l'accord du maire d'ici la fin de son quinquennat. Mais concernant la restructuration des services, comment ça se passe sur le terrain? On avait déjà annoncé, donc Agnès Buzyn a déjà annoncé donc un plan important sur les hôpitaux de proximité, donc une volonté de réinvestir et d'investir à nouveau dans des hôpitaux de proximité pour contrecarrer un petit peu cette désertification médicale dans le monde rural. Donc les hôpitaux ne devront plus fermer. Je pense qu'il n'y en aura plus qui fermeront, sauf si c'est vraiment des bâtiments vraiment trop délabrés et en accord avec la population et avec le maire. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours un risque. Il faut quand même aussi s'adapter des fois à la demande locale, à la capacité. Donc il y a déjà des régions de France où on pressent qu'il y aura peut-être besoin de fermer un service maternité. S'il n'y a pas
anesthésiste, s'il n'y a pas sur place un pédiatre ou un obstétricien, on ne peut pas maintenir une maternité et on ne va pas maintenir un médecin spécialiste sur place s'il y a une naissance par mois, alors qu'il y a d'autres endroits en France où on manque aussi de médecins. Donc je crois qu'il faut être raisonnable. L'important est qu'il y ait un hôpital de proximité qui puisse traiter les urgences, qui puisse traiter la population locale, avec des fois des services de gériatrie, des services adaptés à la population locale, même si parfois on peut perdre un bloc opératoire ou une maternité. Autre point important, la transition énergétique, un des axes principaux du grand débat. Le président a annoncé hier la création d'un conseil de défense écologique. Par ailleurs, 150 citoyens tirés au sort vont intégrer le conseil économique, social et environnemental. Ces citoyens auront notamment en charge de réfléchir sur les questions écologiques. Pour la fondation Hulot, la déception est grande. Elle s'attendait à des mesures concrètes comme la fin des véhicules diesel et essence en 2030 ou encore la fin du glyphosate en 2020. On l'a vu, des citoyens ont donné l'alerte, des lycéens se mobilisent chaque vendredi pour lutter contre cette urgence climatique, mais le gouvernement continue d'attendre. N'est-il pas trop tard pour réagir ? Non, je ne pense pas que le gouvernement attende. On continue la feuille de route et c'était prévu. Donc le glyphosate, donc on en a longuement parlé. On a une loi qui est déjà passée l'année dernière, donc qui établit comme quoi il n'y aura plus de glyphosate donc en 2021 ou 2020 exactement, je ne sais plus. Fin 2020. Fin 2020, voilà, début 2021. Pour les véhicules diesel, donc la loi L'Homme sur les mobilités, donc elle doit être présentée au mois de mai dans l'hémicycle. Donc le texte est déjà écrit, donc il n'y avait pas besoin de faire une annonce sur ce sujet-là. Ça va passer dans les deux assemblées et c'est prévu être voté. Donc est-ce que ça sera 2030 ou 2040 ? Alors là, c'est après aux parlementaires, je dirais, de trouver la juste mesure pour cette interdiction des ventes de véhicules gasoil. Je crois qu'on poursuit. Par contre, comme vous disiez, on a besoin aujourd'hui d'écouter les citoyens. On a besoin aujourd'hui d'une politique plus participative et je pense que c'est bien que des citoyens puissent s'impliquer et que leurs idées soient mises en place également. 1,5 million de Français ont contribué à ce grand débat, mais rapporté à 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales, il y a un fossé. Peut-on vraiment parler de grand débat, Béatrice Piron ? Oui, je pense que tous les gens qui avaient besoin, envie de s'exprimer ont pu le faire, que ce soit dans un cahier doléances, dans une réunion ou sur un site internet. Moi, j'ai reçu beaucoup de courriers, j'ai même reçu des courriers manuscrits, des gens qui m'ont envoyé leurs contributions parce qu'ils n'avaient pas de connexion internet. Et je crois qu'on a essayé de prendre en compte un maximum de l'expression des gens qui avaient envie de s'exprimer. Si après les gens ne souhaitent pas s'exprimer ou s'ils se sentent déjà représentés par une idée, quelque chose qui a été déposé par leur famille, leurs voisins, on n'a pas besoin toujours de répéter ce que son voisin a déjà dit. Donc je pense que c'est quand même représentatif. Lundi, un séminaire gouvernemental se tiendra pour préciser les orientations du président de la République. Merci Béatrice Piron d'avoir été notre invitée. Je le rappelle, vous êtes la députée LREM de la 3e circonscription des Yvelines. Merci. Merci beaucoup. On passe tout de suite au reste de l'actualité de la semaine. Dernière ligne droite pour le projet de ferme photovoltaïque à Triel-sur-Seine. Une enquête publique est en cours. Si ce projet est validé par les autorités, les habitants pourront bénéficier de cette électricité verte. Reportage d'Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. D'ici 2021, cette ancienne décharge devenue une friche naturelle pourrait accueillir une ferme photovoltaïque de 20 hectares. Située en bordure de la départementale 190, 42 500 panneaux solaires permettront de fournir de l'électricité à l'ensemble des habitants de Triel-sur-Seine. On a été, il y a des années, une des premières communes à être une commune verte. On a toujours continué dans cet esprit à travailler, à faire du tri sélectif. Et donc les panneaux solaires, l'énergie renouvelable, c'est aussi notre souci. Il y a 10 ans, le projet avait été abandonné en raison de l'instabilité du sol. Une enquête publique a été lancée au début du mois d'avril. Objectif, permettre aux habitants d'en savoir plus sur cette ferme photovoltaïque. C'est bien, c'est pour l'écologie, c'est pour le climat, donc c'est bien. Que des avantages. On va remplacer des déchets par quelque chose de favorable
à la nature. Dans le contexte actuel, c'est quand même pas une mauvaise idée, plutôt qu'une décharge. Enfin, sur une décharge, on ne pourra rien faire. Donc je pense que c'est une bonne solution aujourd'hui. C'est une alternative écologique intéressante, je pense. La société Urba Solar a été choisie pour aménager ce parc solaire estimé à 18 MW. En plus d'être une zone inconstructible, le site possède également un autre intérêt. On a un poste de transformation EDF à proximité. Donc le raccordement, il ne faut pas tirer du câble pendant 3 km. Et ça, c'est un avantage pour nous. Dans les prochaines semaines, le dossier sera entre les mains de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. C'est cet organisme indépendant qui est chargé de valider ou non le projet. Verdict aux alentours du mois de septembre. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction des neurones à dopamine. Tremblements au repos ou encore lenteur dans les mouvements sont les principaux symptômes. En France, 200 000 personnes sont atteintes de cette maladie. J'ai suivi une de ces personnes, elle s'appelle Pascal Zimmermann. C'est le portrait de la semaine. Pour ses 50 ans, le diagnostic est tombé. Pascal souffre de la maladie de Parkinson. Ça fait 9 ans que je sais que j'ai la maladie, mais vraisemblablement ça a débuté une dizaine d'années avant. Troubles du sommeil, rigidité dans ses mouvements, traits du visage qui se figent et perte de l'odorat ont donné l'alerte. J'avais un odorat extrêmement développé et tout d'un coup, plus d'odorat. Je me suis aperçue aussi que quand je marchais, j'avais un bras qui ne balançait plus. Et puis surtout les tremblements. Alors là, je cliquais n'importe où, j'arrivais pas à mettre la crème sur le visage, enfin à touiller la salade. Les difficultés du quotidien amplifient les symptômes de la maladie de Parkinson. Pascal a son échappatoire. Le stress accentue les symptômes de la maladie. Le bruit de l'eau, le bruit de la cascade, ça fait vraiment du bien. C'est mon petit coin zen. Imaginez les pieds, pas après pas. Peut-être des petites branches qui craquent. Sentir les odeurs et se laisser imprégner d'une énergie de renouveau, la pratique d'une activité physique douce aide à contrôler l'anxiété des malades et à diminuer leurs symptômes. Relâchez les mains et puis observez. Observez comment vous vous sentez. Elle est arrivée bien sûr avec ses douleurs, avec ses raideurs. Et puis à la fin de la séance, c'était vraiment flagrant, là elle tremblait plus à cet instant-là. Pascal prend de la dopamine toutes les 3 heures. Elle a ce qu'on appelle des périodes on-off. Quand je suis en fin de dose, alors là je vois la maladie qui ressurgit à grands pas. Et alors j'ai l'impression d'avoir des boulets aux pieds, d'être complètement enfermée dans une cage. Pascal ne se renferme pas sur elle-même, elle reçoit ses amis, une préparation s'impose. Le tout, c'est de ne pas trembler. Les douleurs provoquées par la maladie peuvent modifier les rapports avec l'entourage. La proportion de personnes atteintes de dépression est beaucoup plus élevée avec la maladie de Parkinson que la moyenne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté et je suis très admirative de voir avec sa maladie tout ce qu'elle fait. Elle recule la maladie, elle la fait reculer, elle l'oublie, même si la maladie se rappelle à elle. Se confier à des personnes atteintes des mêmes maux, France Parkinson propose des rencontres pour échanger et s'informer. Pascal participe aux réunions de Rambouillet. À 59 ans, elle est consciente que cette maladie neurodégénérative a bouleversé sa vie. Ne dites pas « je ne sais plus faire ça ». Il faut dire « aujourd'hui, j'arrive à faire ça ». Persévérante, elle profite de chaque instant au maximum, ne sachant pas de quoi demain sera fait. 6, 7, 8. Déterminée, elle pratique la danse en ligne depuis 3 ans, un excellent exercice pour les personnes atteintes de Parkinson. La line dance ici, on apprend, vous avez vu, des chorégraphies avec des pas qui font entre 32 et 64 temps, par côté, par mur à répéter. Donc pour la mémoire, c'est énorme. Et ça, pour le cerveau, je pense que c'est vraiment important pour ces personnes-là. Pascal s'est fixé un objectif, réussir entièrement sa chorégraphie malgré la maladie et envoyer sa performance à France Parkinson.
Le château de Dampierre a rouvert ses portes, une nouvelle balade au cœur de la vallée de Chevreuse à faire pourquoi pas en famille. Marilène Yapichino et Nicolas Dandry y ont emprunté une voiturette. Au beau milieu d'un parc forestier de la vallée de Chevreuse, la nature se laisse écouter. On est au cœur de la campagne et donc du coup, on entend ces oiseaux. Si on a de la chance, c'est arrivé quelquefois, on voit les chevreuils passer là. Et puis on a cette vue sur le château, isolé, au calme. Le château de Dampierre a rouvert son parc au public. Depuis le 30 mars, il offre une balade familiale sur un territoire à l'histoire royale. L'histoire, c'est la famille de Luynes qui devient duc de Chevreuse et qui, à partir de ce moment-là, peut construire le château avec Julien d'Armansart qui permet après à cette famille d'imposer son pouvoir sur cette vallée de Chevreuse et d'y recevoir la cour de Versailles. Un aménagement permet aujourd'hui des balades en calèche, en rosalie ou en voiturette de golf et même sur l'eau, sur les pas de Louis XV. Imaginez des chaloupes qui, depuis le château, sont arrivés avec des embarcations de part et d'autre. Et une grande fête a eu lieu ici. Et donc ce pavillon sur l'île est vraiment extraordinaire. Alors il faut qu'il soit restauré, évidemment, mais il est vraiment extraordinaire parce que c'est cette petite folie posée au milieu de l'île. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Surprise dans les hangars, un ensemble de calèches et voitures hippomobiles sont conservées. 5 d'entre elles sont exposées au public en attendant l'ouverture prochaine d'un musée dédié. Et donc du coup on a exposé des coupés de gala, des calèches, jusqu'au break de chasse qui était tout le train hippomobile pour la vie quotidienne des ducs et duchesses de Luynes au XIXe siècle. Le château de Dampierre était fermé depuis 2016. Les Yvelinois peuvent de nouveau investir ce patrimoine de 1749. C'était toujours un moment en fait très privilégié parce qu'on passait vraiment ce moment à pique-niquer et ensuite à jouer au football. Donc j'ai vraiment des souvenirs vraiment enrichissants. De nouveaux souvenirs qui se construisent dans ce parc en attendant l'ouverture du château lui-même. Ces travaux de rénovation sont actuellement à l'étude. Êtes-vous prêts pour l'avant-match? C'est la nouveauté du Stade de France. Visite guidée sous forme d'escape game. Vous partirez à la découverte des coulisses du stade mythique des Bleus à travers l'avant-match d'une équipe professionnelle de football. Découverte avec nos confrères de Via Grand Paris. Dans les vestiaires du Stade de France, c'est l'agitation. Entre les maillots d'Mbappé, Zidane ou Lloris, petits et grands sont à la recherche d'indices pour déchiffrer le code qui leur permettra au final d'entrer sur le terrain. Cette visite, pas comme les autres, c'est l'avant-match, la nouveauté 2019 du Stade de France. C'est un jeu en immersion au Stade de France qui permet en fait de se mettre dans la peau d'un joueur de match en passant par les vestiaires des arbitres, par la salle de presse, vestiaire joueur. Après, si tout se passe bien, il y a même un petit entraînement. Et visite des gradins, tribune présidentielle, sachant qu'il y a un peu des gens qui sont pas très gentils, qui veulent nous empêcher de gagner, et du coup, il va falloir découvrir qui, comment, pourquoi, et se défendre contre ses ennemis. L'enjeu est important, battre l'équipe du FC Losers, qui tentera par tous les moyens de barrer la route du FC Milly-sur-Eure. Pour gagner, il vous faudra aller dans des lieux inédits du stade, comme les douches des arbitres, et déjouer les pièges des adversaires. Le tout sous le contrôle énergique de Coach Amy. Coach Amy, elle est bienveillante, mais faut pas se lésiner. Enfin, faut quand même bosser, faut travailler correctement. Voilà. Toujours avec le sourire, avec énergie. Moyen inédit et ludique de faire découvrir le Stade de France, Avant-match tente de plaire à toutes les générations, nostalgiques de 98 ou jeunes sportifs connectés. Car pour cette plongée immersive, votre smartphone sera un outil essentiel pour avoir tous les indices. Résultat, une visite qui semble réussie pour tout le monde. C'était bien, mais le stade il est grand, ça impressionne. En fait, je ne m'attendais pas à voir autant de choses et j'ai été un peu surpris, exemple en voyant la taille du vestiaire. Arriver au milieu de ce stade, c'est magique et on envie évidemment les sportifs qui ont la chance d'évoluer là-dessus. Avant match, l'expérience immersive est à tester dès maintenant. Comme chaque vendredi, nous vous ouvrons les archives de TV78 et en avril 2002, nous suivions l'élection présidentielle avec la qualification au second tour du Front National.
Fait inédit dans les annales universitaires, les doyens des facultés d'Île-de-France ont appelé les étudiants à s'opposer au Front National en votant Jacques Chirac. Les étudiants n'ont bien sûr pas entendu cette consigne pour se mobiliser. Ce matin, à l'université Versailles-Saint-Quentin, on s'activait en vue des grands rassemblements du 1er mai. Il y a des étudiants qui sont partis sur les différents sites de l'université, parce qu'on était à Vauban ce matin, qui sont partis aussi faire le tour des lycées de Saint-Quentin-en-Yvelines pour informer les lycéens, les étudiants, la jeunesse en général. On se mobilise parce que je suis vraiment dégoûté de ce qui s'est passé et je pense que ça va faire réagir la France parce que je vois qu'il y a trop de personnes qui sont inconscientes de ce qui s'est passé. Des forums de discussion sont organisés, élèves et professeurs débattent des questions qui animent le débat politique de l'entre-deux tours. Après, pour le lien entre immigration et violence, moi mes parents c'est des immigrés, ils sont pas violents. Moi, j'ai beau hausser la voix, je vous promets, je suis pas violente, je vais taper sur personne. Mais ça m'outrage. Professeurs, leur soutien est unanime et la consigne de vote des présidents d'université selon justifiée. C'est évidemment un petit peu extraordinaire, mais on vit dans une situation tout à fait extraordinaire. Quand il y a le feu dans la maison, faut jouer les pompiers, donc ils jouent les pompiers et je pense qu'ils ont raison, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire, ils ont raison de le dire. Ce mercredi, ils seront nombreux à manifester. Le rendez-vous est fixé à midi devant le bâtiment Vauban à Guyancourt. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Passez un excellent week-end.